Donc une vidéo d'actualité en géopolitique tout à fait brûlante. Donc curieusement, personne ne parle. C'est la Libye. On en parle un tout petit peu à propos d'Erdogan, donc qui a l'air de vouloir mettre son nez dans ses affaires. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement en Libye? Donc jusqu'à présent, il y avait deux gouvernements. L'un qui était à l'est, euh, dans une poche à l'est de la Libye, qui était dirigé par le général Haftar, et donc l'autre centré sur la capitale, détenu par Farage. Euh, donc chacun des deux au début possédait un territoire relativement limité. Que s'est-il passé? On n'en parle pas trop, mais il y a eu beaucoup de négociations. On ne parle pas des tribus en Libye, mais la Libye, c'est un pays de structure tribale. Et donc, apparemment, les tribus se sont fédérées sous le commandement ou souhaitent remettre au pouvoir le fils de Kadhafi. Bon, on n'en parle pas trop, il fait un peu profil bas parce que c'est un garçon un peu assez intelligent qui ne veut pas trop. Il comprend que la situation est compliquée. Ces tribus se sont plutôt mis du côté du général Haftar et donc désormais Haftar contrôle 90% du territoire. Et donc il a lancé des offensives sur Tripoli qui ont échoué grâce à des soutiens militaires relativement puissants. Alors c'est une situation extrêmement complexe et dangereuse. Pour quelles raisons? Alors il y a des raisons politico-religieuses. C'est-à-dire qu'on est en face d'un pays qui est dans le chaos et qui se cherche, qui essaie de se trouver un avenir politique. Alors quelles sont les possibilités? Donc la démocratie, c'est pas possible. C'est un pays de structure tribale. Donc vous avez d'un côté un régime, la proposition d'un régime plus ou moins militaire, ce qui est très classique sur la terre entière. Hein. La plupart des chefs d'État sont des militaires. Donc la solution Haftar, donc qui a l'avantage de faire régner l'ordre et de se reposer sur l'armée. Et donc il y a aussi le soutien des tribus, donc un système de gouvernement relativement classique à la fois dans le monde, mais aussi en Afrique, au sens large du terme. Et de l'autre côté, un modèle politico-religieux, c'est celui des frères musulmans dont Farage est un représentant. Donc voilà, là on se trouve dans quelque chose le choc c'est un petit peu le choc des modèles. Hein. Donc on se rappelle que le système plus ou moins un petit peu laïco-militaire avait disparu au cours des années 80-90. Et donc là on a le choc de deux modèles politiques. Alors les choses, bien entendu, se compliquent avec l'histoire du pétrole. Actuellement, c'est Haftar qui contrôle le pétrole. Et alors, ça se complexifie encore davantage du fait de la découverte de fantastiques champs gaziers sous la Méditerranée et qui occupent donc une grande partie de l'est de la Méditerranée. Donc, si vous voulez, entre Chypre, la Tunisie, l'Égypte. Donc, tout ça, c'est bourré de gaz. Là-dessus, vous ajoutez des velléités expansionnistes, impérialistes turques. On rappelle que les Turcs avaient colonisé aussi le nord de l'Afrique. Hein. Et puis une Turquie qui a des problèmes économiques, donc ils cherchent aussi des débouchés. Donc très intéressé par ce champ gazier.
Alors a été limité par l'OTAN quand même au niveau de Chypre, parce que Chypre essaie de défendre ses intérêts. Et là, ça permet à l'OTAN d'avoir un certain contrôle de la situation en Méditerranée, avec Chypre et la Grèce. Donc une situation qui est extrêmement complexe. Hein. Donc vous avez des rivalités politiques, et puis alors là on vous ajoutez les alliances internationales, hein, c'est-à-dire c'est désormais assez clair qu'il y a un axe frères musulmans qui repose essentiellement sur l'argent du Qatar et sur la puissance militaire turque. Le modèle inverse, hein, les ennemis des frères musulmans qui sont essentiellement, donc là on a le contre-modèle, hein, c'est la puissance militaire égyptienne avec l'argent des Émirats et de l'Arabie saoudite. Donc on en arrive au modèle les amis de mes ennemis sont, etc. Et mise en place de coalitions. Alors là, je vous ai résumé quelques pays. Alors c'est très compliqué. Moi, il y a des pays, on ne sait pas très bien quel jeu ils jouent. Alors il y a des gouvernements qui sont quand même très proches des frères musulmans, donc la Tunisie. Donc je vous l'ai mis un petit peu en décalé. Il y a le Maroc aussi, qui, d'après ce que je comprends, est quand même relativement proche aussi, plus ou moins, des frères musulmans, ménage des frères musulmans. Ces pays sont quand même dans une situation très délicate et ne peuvent pas se permettre, Tunisie comme Maroc, de s'impliquer dans ce type de conflit. Donc ils ont peut-être une petite préférence, mais je ne pense pas que ces deux pays puissent, ils n'ont pas l'envergure pour s'impliquer directement dans le phénomène. Alors, bien entendu, c'est là qu'arrive l'Europe, l'OTAN, puisque la Grèce et Chypre, bien entendu, vont plutôt se mettre du côté d'Haftar contre la Turquie. Alors, le rôle de la France est très très compliqué parce que on a l'impression que, le rôle de plusieurs pays, de beaucoup de pays en fait, c'est de voir où va le vent. Et c'est ce qui s'est passé avec la France. Apparemment, d'après ce que je peux comprendre, c'est que la Haftar était en train d'avoir une marche triomphale sur Tripoli, et la France était en train de suivre et se disait tiens, on va miser sur ce cheval-là. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête, et là, notre ami Macron est en train de rétro-pédaler, j'ai l'impression. Alors les autres pays, c'est aussi compliqué, parce qu'il y a des pays européens ou de l'OTAN qui ont un rôle économique et politique notable. Vous avez les Anglais. Les Anglais et les Italiens qui s'étaient un peu partagé la Libye, hein, à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc là encore, je pense ils sont en train de regarder de quel côté le vent tourne. Les USA, ils sont très contents, hein, à partir du moment où il y a le chaos, etc., etc. Du moment que le pétrole arrive dans leur compagnie, le reste, je pense que c'est moins important. Puis vous avez Israël qui est très intéressé, parce que Israël est avec son accès sur la Méditerranée, est très intéressé aussi pour pomper le gaz. Donc voilà où on en est, dans une situation très difficile. Alors donc pour le gouvernement de Tripoli lance des appels un peu à l'aide, parce que militairement ils vont avoir quand même du mal à tenir. Et donc ce que propose la Turquie, la Turquie propose d'intervenir, et non pas en envoyant l'armée turque, mais en envoyant massivement des djihadistes de Syrie et d'Irak. Parce qu'actuellement, il y a la fameuse poche d'Idleb là, qui est en train de se réduire, qui va certainement tomber. Et donc potentiellement des dizaines de milliers d'islamistes pourraient être reconvertis, transférés en Libye pour soutenir le gouvernement de Tripoli. Alors, d'un point de vue juridique, c'est très compliqué, puisque l'ONU, il y a eu des votes à l'ONU pour savoir qui commandait, etc. Il y a une espèce de jugement de Salomon entre les deux gouvernements possible, et Haftar a obtenu le Parlement et Farage le gouvernement. Donc c'est un peu compliqué de savoir quel est le plus légitime des deux. Il faut savoir que l'ONU, en fin de compte, l'ONU, c'est quoi? C'est des centaines de pays, c'est près de 200 pays qui votent.
sur des critères X, Y ou Z, donc qui sont pas forcément, moi je trouve toujours très légitimes et ça donne, voilà, ça donne un petit peu ce bazar. Alors la situation est très compliquée. Vous ajoutez là ce qui se passe actuellement avec le Sahel, la France et le Sahel et les djihadistes. Donc vous imaginez que si s'il y a des milliers de djihadistes qui arrivent, ça va être très très compliqué pour l'opération Barkhane. Il y a aussi le pays dont on ne parle pas trop, mais qui commence à se poser des questions, c'est l'Algérie. Hein. Les Algériens commencent aussi très sérieusement à se poser des questions. Et là, il y a eu une période d'instabilité qui fait qu'ils n'ont pas pu pour l'instant s'impliquer là-dedans. Et je crois que désormais, c'est une de leurs priorités. Et l'Algérie, c'est un pays incontournable, à mon avis, dans ce problème. Et donc je crois que ça va être une des tâches essentielles de aussi peser de tout leur poids. Donc voilà, ces situations volcaniques, explosives, avec... je vous ai pas parlé aussi de la Russie. Alors la Russie se trouve aussi dans une situation un peu compliquée. Hein. Donc tiraillée entre certains liens avec la Turquie, mais entre Daesh, etc. Donc en fait, on se retrouve, c'est le skieur Erdogan qui slalome entre les différents camps, et là, tout le monde se retrouve, tout le monde est obligé d'entrer dans la piste noire derrière Erdogan. Donc là, c'est extrêmement complexe, c'est une poudrière. Et on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Je crois que là, voilà. Mais enfin, ça pose des questions intéressantes, hein, notamment quel modèle politique pour les pays arabo-musulmans. Hein. Et là, je crois que là, ça, à un moment ou à un autre, les questions du réel se posent. Hein. Quel modèle possible? Et on en revient toujours un petit peu au modèle militaire, qui a quand même aussi certains avantages. Malgré tout. Alors, c'est sûr que dans l'idéal, il faudrait des élections, etc. Mais bon. Voilà, donc on n'en parle pas beaucoup. Je ne sais pas sur quoi ça va déboucher, mais et notre ami Macron, le petit Macron, je ne sais pas ce qu'il va, le petit garçonnet là dans ce jeu de grandes personnes. Je ne sais pas sur quoi ça va déboucher. Voilà, donc affaire à suivre, très très important.